Bonjour tout le monde. Je dois vous dire que pour moi c'est très émouvant de venir ici parler après Pascal, Daniel, avant Armand, après il y a Philippe. Et c'est étonnant lorsque Véronique m'a contacté pour voir si je pouvais faire quelque chose. Elle m'a contacté juste au moment où j'étais en train d'essayer de ranger ma bibliothèque et en regardant tout ce qu'il y avait, j'étais en train de me dire « j'ai vécu une vie formidable ». La période que j'ai vécue, au point de vue de la biologie, est étonnante. Donc, pour bien situer les dates, pour que vous compreniez ce que je vais dire par la suite, moi je suis né en 48, donc 20 ans en 68, ça marque. J'ai passé mon bac en 65, prix Nobel de Voff, Jacob et Monod. Et puis, donc, après, j'ai passé la Greg. Et donc, j'ai dit à Véronique, ben, écoute, je regarde un peu ce qui se passe à partir de mon agrég jusqu'à maintenant, tout ce qui en a pu vivre de systématique et tout autour de la systématique. Mais je veux faire quelque chose d'autre. Je vais commencer... Non, je rajoute un petit truc. Non, je ne fais pas quelque chose d'autre. Figurez-vous qu'il y a une dizaine d'années, en rangeant les livres après le décès de ma mère, j'ai trouvé ce livre, Les merveilles de la nature, le livre que j'avais lu, je devais avoir 9 ans, 10 ans, et à l'époque, je faisais quelque chose que mes parents ne comprenaient pas bien, c'est que quand j'avais lu un livre et que je l'aimais, je recommençais à zéro et je m'y remettais. Alors, ils pensaient que c'était un petit peu... Alors, ces merveilles de la nature, donc, édition Cocorico, il faut le dire, 1955, une bien belle année, puisque quand même, c'est le début du rock. Et Edgar Jacobs publie L'énigme de l'Atlantique dans Tintin, donc je lisais les deux en même temps. Et en fait, en lisant ça, je me suis rendu compte que c'était mes premiers arbres. Alors, le premier arbre du règne animal, je ne vous le commande pas. Bon, vous voyez ce qui en est. Bon, quand je vois ça, ça fait frémir. Bon, mais à l'époque, bien sûr, tous les termes, là, je ne les comprenais pas, et j'avais à côté de moi quelque chose qui n'existe plus, c'est un dictionnaire. J'avais un dictionnaire et je cherchais. Alors ça, c'est le règne animal et le règne végétal. Alors le règne végétal est encore plus monstrueux, puisque vous avez les bactéries avec les champignons, et vous avez les algues rouges, les algues vertes, les algues brunes en même temps, avec les algues bleues qui ne sont pas très très loin. Bon, voilà. Après, j'ai trouvé mes premiers articles sur l'évolution. C'était pour mon anniversaire, j'avais demandé à mes parents de m'offrir ce problème actuel de paléontologie. Vous regardez tous les noms qui sont là, ce sont signataires, co-signataires de ce truc, et que j'ai tous connus par la suite. Donc, en 67, j'étais là-dedans, et en particulier, il y a Thaler. Et je dois dire que en lisant le papier de Thaler, c'est la première fois que j'entendais parler d'endémisme, ce qui est quand même une chose importante. J'arrête là, maintenant je passe à ce que je dois faire, l'agrég. Voilà l'arbre métazoaire désagrégatif de 72. Voilà, donc c'est le progrès. Et donc, par exemple, les nématodes, les pseudocélomates, les crétins, ils ont loupé le célomate, mais heureusement qu'il y a les autres par la suite qui arrivent. Et pour que vous compreniez bien les choses,
à l'époque, j'avais lu un petit livre sur ce qui commençait à bien se savoir, l'expansion des fonds océaniques, et on m'avait bien dit à l'agrégation, surtout tu ne parles pas de dérive des continents. C'est pas possible. Hein. Alors que, après, je suis allé voir, c'était ce petit livre de Coulon qui était extraordinairement bien fait, et quand vous voyez un peu le CV de Coulon, directeur de l'IPG, directeur du CNRS, président du CNES, président de l'Union géodésique et géophysique internationale, c'était quand même une pointure. C'était pour vous montrer un petit peu les choses bizarres, il fallait que rester dans les choses, et voilà ce qui, en fait, était mon régal à l'époque. C'était Huxley avec Gradisman, la Genèse, en fait, il y avait la totale, hein, voilà. Et on a parlé de Romer, voilà celui que j'aimais, et ce romérogramme, je vais vous dire une chose, je me souviens encore que je voyais ces lignes-là, par exemple, quand vous êtes du côté des ptérosaures, là, enfin, quand vous êtes... Si, là, quand vous êtes là, par exemple... Alors, à un moment donné, j'avais pris une loupe pour voir si les traits n'allaient pas un peu plus loin, parce que j'avais envie qu'ils se rejoignent quelque part. Alors, maintenant, avant d'arriver à 77, je vais vous dire que tout ça, maintenant, s'est arrêté, et je vais reprendre Thaler, parce qu'après la Greg, je suis allé travailler avec Thaler, et puis, il y a quelque chose que Pascal n'a pas dit, c'est que Thaler avait mauvais caractère. Et il y a quelque chose que je vais dire, avant que les autres le disent, c'est que moi aussi, j'ai mauvais caractère. Ça a duré 1 an. On s'est engueulé, je suis parti, et je suis allé enseigner, comme j'avais la grecque, enseigner dans le secondaire. J'ai fait une parenthèse de quelques années de secondaire avant de rentrer au CNRS, et donc, voilà, tout ça, vers les années 70, je faisais des cours qui, naturellement, ben écoutez, quand vous voyez un peu ce que je vous ai raconté, là, hein, disons que c'est le côté obscur de la force, si j'ose m'exprimer ainsi. Alors maintenant, venons-en à différents points importants. Je pense que l'année 77 est une année exceptionnelle pour tout ce qui est évolution et systématique. Pourquoi ? Parce que c'est la fin d'un moment et le tout début d'un autre. Ed Lewis, le complexe de la drosophile, c'est tout ce qu'on pouvait faire en génétique classique avant qu'il y ait donc de séquençage. Steve Gould, Ontogeny and Phylogeny, un livre absolument extraordinaire, je suppose qu'Armand va en parler tout à l'heure. Sanger, premier séquençage de l'ADN d'un bactérophage. Ouz, les 3 domaines du vivant, et la plongée de l'Alvin qui trouve les Riftia, baptisés à l'époque vestimentifères, sur les fumeurs noirs, donc au large des îles Galapagos, et juste pour dire, naturellement, en posthume, les 3 formules du professeur Sato, mais ça, c'est un private joke. Alors, donc, Lewis, alors, j'ai oublié de vous dire aussi que c'était dans ma tête que Lewis c'était 77, puis je me suis dit, après tout, comme il y a des réalités alternatives, je ne vois pas pourquoi celle-là ne serait pas la même. Il y en a qui disent que c'est 78, mais dans ma tête, c'est 77, donc je l'ai remise là. Donc, en fait, ce que Lewis démontre, c'est la manière dont on peut avoir une espèce d'algèbre de gènes qui vont structurer donc les caractéristiques des différents segments. Et ce qu'il va proposer, il va postuler que tous ces gènes eh bien, proviennent de duplication de gènes ancestraux. En ontogeny et phylogeny, il me fallait vous présenter Gould, j'en reparlerai encore.
Sanger avec donc le séquençage du bactériophage FIX174, qui était donc monobrin, hein, donc ce qui simplifiait les choses. Et un petit mot quand même sur cette année Hoose et Fox. Alors j'ai mis le papier de Hoose et Fox dans le PNAS, où il n'y a pas d'arbre, il n'y a simplement qu'une matrice où il propose la différence entre les bactéries, les eucaryotes et les archébactéries. Après, donc, il y a cet arbre qui est quand même extraordinaire, puisque c'est la première fois où on a, entre guillemets, le vivant qui peut se retrouver sur un même arbre. Et cet arbre, eh bien, non raciné, qui devient raciné, mais qui est raciné par quoi ? Par une idée extraordinaire de Margaret Dayhoff, c'est-à-dire utiliser des gènes dupliqués avant les bifurcations. Et donc, ce sera fait après par Iwabe et Gogarten, mais on oublie toujours que l'idée est de Margaret Dayhoff là-dessus. Et voici donc les Riftia qui ont quitté les vestimentifères pour rejoindre les Cyboglinidés. Un taxon, juste au passage, qui a été créé par Maurice Collery en 1914. Hein. Les années 80. Les années 80 qui nous intéressent au plus haut point. Eh bien, il faut quand même parler de ce papier extraordinaire Jean Vietasi Thomas dans la recherche sur le cladisme. Donc, avec cette image clé, et c'est ce papier qui m'a fait tomber dans la cladistique, que je connaissais un petit peu avant, mais que je connaissais pas bien. Et puisqu'il faut parler un peu d'enseignement, à l'époque, j'enseignais à l'école de biologie théorique qui était à Solignac, qui se tenait tous les ans. Et quand j'ai vu ça, je me dis, j'ai tout changé, un truc, et j'ai enseigné de la cladistique là. Il y avait Simon Tillier dans la salle, d'ailleurs, et ce qui fait que j'ai rejoint tout de suite la SFS dès qu'elle a été... au moment de sa création, puisque je suis... Alors, je ne parlerai plus de cladisme. Ceux qui veulent connaître quelque chose là-dessus, ils vont voir un dénommé Pété qui a écrit « L'arbre a remonté le temps ». Allez lire Pascal, ce livre, tout le temps. Les années 80, après, c'est, je pense, Gould et Vra, l'exaptation, qui va avoir une importance considérable sur la compréhension des caractères que l'on peut suivre dans une phylogénèse. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on va trouver des exaptations aussi au point de vue moléculaire, en particulier avec les cristallines, un tout petit mot tout à l'heure. Et maintenant, donc, après Gould, ontogeny et phylogeny, eh bien, McGuinness, Levin, Gehring, l'homéoboîte, à partir de ça, on démontre que tous ces gènes sont dupliqués. On commence à se rendre compte de l'importance des familles multigéniques qu'on connaissait un petit peu avec les hémoglobines, etc., etc. Mais ça se généralise. Et tout d'un coup, la phylogénie va servir non seulement à faire de la systématique, mais à faire de l'évolution du génome. Et ce qui est absolument extraordinaire, les deux à la fois. Et donc, après, je vais vous parler un tout petit peu des protéases à coagulation sanguine, du modèle ABC et du fogging de Terry Irving. Bon, alors, Poisson et Cohenade, le truc absolument génial, c'est d'avoir su choisir le saumon, la vache et le dipneus. C'est un scoop, c'est quelque chose donc qui permet donc d'asseoir parfaitement tout ce qui est caractère ancestral, caractère dérivé, mais aussi tout ce qui va, disons, retentir de ce qu'on va appeler le plan d'organisation par la suite. Alors l'exaptation, ça c'est je vous ai mis ça pour une petite pensée pour Claude Combes.
avec lequel je me suis toujours bien entendu. Ceux qui ne le connaissent pas, qui ne savent pas qui c'est, je le raconterai par la suite. Où, quand il m'avait parlé beaucoup de l'église de Collioure, je lui avais dit « Mais tu sais, l'église de Collioure, c'est une exaptation. » Elle m'a dit « Ah, t'aurais dû me le dire tout de suite, je l'aurais écrit fait dans mon bouquin. » Bah oui, c'est un phare. C'est un phare qui devient le clocher d'une église. Donc, la plume, bien évidemment, et effectivement, comme disait Daniel tout à l'heure, on va suivre les caractères sur les arbres, et c'est cristalline, quelque chose d'extraordinaire. Les cristallines, donc les protéines transparentes du cristallin, que tout le monde croyait au départ étant des protéines très particulières, et quand elles ont été séquencées et trouvées, eh bien on s'est rendu compte que c'était des enzymes du métabolisme intermédiaire absolument classiques, soit des HSP, soit des lactates déshydrogénases, des alcools déshydrogénases, etc., etc. Donc, le fait que ce soit transparent est une exaptation. Il y a un choix de ces protéines. Et bien évidemment, faire les phylogénies de tout ça est particulièrement intéressant. Donc, l'homéoboîte avec ce fameux papier de 83 avec tous les complexes, les gènes du complexe de la drosophile, mais qui très vite vont, avec la puissance de la biologie moléculaire est là, on a des séquences, on peut aller voir ailleurs et on va trouver que ces gènes eh bien, sont communs aux, disons, mammifères, insectes, et vous généralisez arthropodes, vertébrés, etc., etc. J'attire votre attention quand j'ai passé la Greg. On me disait que les plans d'organisation des arthropodes et des vertébrés sont tellement différents que ce sont certainement des gènes totalement différents qui sont à l'origine de ces plans d'organisation. C'est-à-dire que maintenant, et je généralise très vite, on va se rendre compte que c'est la même boîte à outils qu'il y a pour tous ces organismes et que c'est la manière dont on s'en sert qui change. Les protéases. Les protéases, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, vous voyez, les protéases de la coagulation sanguine sont faits par différents modules. Ce sont des exons. Il y a un brassage d'exons, des duplications d'exons, et on se rend compte tout d'un coup qu'au point de vue de l'évolution du génome, eh bien, il y a, par cette duplication, vous pouvez générer de la diversité de manière absolument incroyable. Et bien évidemment, en faisant la phylogénie de tous ces exons, vous pouvez replacer exactement comment ces gènes sont arrivés. Modèle ABC, juste pour vous dire que, alors qu'on commençait à avoir une algèbre pour les plans d'organisation des animaux, on commence à avoir une algèbre pour le plan d'organisation des fleurs. Et je mets dessus le premier papier de Terry Ewing sur son fogging qui va démontrer une richesse absolument incroyable qui fait que, pour tout systématicien, tout d'un coup, on se rend compte que, eh bien, est-ce qu'on réussira à décrire tout cela ? Certainement non, mais que la magnitude de la diversité spécifique est absolument incroyable et ça a été un bouleversement qui n'est passé que plus tard dans le grand monde. Les années 90. Les années 90, pour moi, ont été importantes parce que j'ai dirigé à l'époque le DEA biodiversité, où peut-être certains d'ici y étaient, ou d'autres sont venus comme enseignants. Et donc, je vais aller très très vite parce que ces années 90 ont été structurées par quoi ? Par plein de phylogénie moléculaire, avec la cladistique qui faisait du morpho-anatomique, et souvent ça collait pas, et souvent ça s'engueulait.
Il faut bien dire que les phylogénies moléculaires à l'époque, il y avait des attractions de longue branche qui n'étaient pas bien comprises, il y avait enfin, et on se demandait certains groupes qui devenaient paraphylétiques, est-ce qu'ils étaient réellement paraphylétiques, etc., etc. Je pense aux agnates, par exemple. Et donc, j'en parle pas là-dessus, vous lisez le bouquin de Pascal si vous voulez. Suivi de l'évolution des caractères, alors, l'autre point important, ça va être au point de vue moléculaire, les phylogénies qu'il va y avoir au niveau, je mets entre guillemets prokaryotes et eucaryotes, parce que qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que on va essayer de faire avec les archées et les bactéries ce que l'on faisait avec les pluricellulaires, que ce soit du monde animal ou du monde végétal. Or, ça ne marche pas, parce qu'au niveau bactérien et arché, les transferts horizontaux sont majeurs, et à la fin, à force d'éliminer les gènes, on ne fait plus de phylogénie qu'avec 10% du génome, et on trouve un peu n'importe quoi. Donc là, il y a eu des bagarres qui continuent toujours. Les phylogénies, et donc moi je le dis, je l'ai écrit, hein, n'est-ce pas, et tu as co-signé avec moi là-dessus, eh bien, au niveau des prokaryotes, il y a des arbres, mais il ne faut pas y voir une interprétation, disons, phylogénétique classique. Je fais juste un parallèle en disant que maintenant, il y a un individu qui fait l'inverse et qui plaque tout ce que l'on connaît chez les prokaryotes pour dire que, eh bien, au niveau de tout ce qui est animal ou végétal, enfin multicellulaire, eh bien, on fait des bêtises parce qu'on ne comprend rien et que de toute manière, Darwin avait tort. Alors, vous savez, je veux essayer de vous situer, c'est un individu qui a beaucoup de fanères importantes, qui est marseillais et qui aime l'hydroxychloroquine. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Eh bien, il va se passer que cette fluidité du génome va arriver. Je vous parle de tout ce qui est duplication, etc., à tous les niveaux. Et maintenant, on a les outils pour... On sait comment ça se passe. Les transposons qui entraînent une fluidité du génome et ces transposons qui vont être importants au point de vue de la spéciation, en particulier quand on va parler d'équilibre ponctué, qui se font obligatoirement avec des petites populations et donc avec des effets de dérive. Et s'il y a des dérives, eh bien, il y a des orages qui sont des orages au niveau du génome, et ces orages au niveau du génome font de la transposition, font de la mutation, font des recombinaisons, plein de choses intéressantes. La phylogénomique arrive, et je le mets juste pour mémoire, étant donné que vendredi, il va y avoir quelque chose sur la phylogénie des angiospermes. Il va y avoir l'APG, l'Angiosperm Phylogenic Group, qui va publier sa première, et ça, c'est quelque chose de capital. Maintenant, les points sur lesquels je voudrais, quelques points sur lesquels je voudrais attirer votre attention, eh bien, justement, Fort Doolittle a été l'un des premiers à dire que, justement, il faut bien voir qu'à la base, eh bien, on ne peut pas faire de phylogénie vu tous les transferts horizontaux qu'il y a. Et le Lucas, qui a été donc imaginé au départ comme l'ancêtre le plus récent de l'ensemble du vivant, eh bien, ce Lucas, il disparaît dans une communauté de cellules primitives, vous voyez, comme Fort Doolittle le propose, et qui, maintenant, est quelque chose de bien connu. Venons au siècle actuel. Deuxième livre de Gould, La structure de la théorie de l'évolution, publication en 2002
la version anglaise, enfin américaine, et la traduction, qui est une très très bonne traduction par Blanc, publiée en 2006, qui va remettre Brin au goût du jour tout ce qui est donc équilibre ponctué et tout ce qui peut tourner tout autour. Alors, les APG, le plan d'organisation, je vais vous en parler un tout petit peu, et le point sur lequel je voudrais terminer ce topo, c'est vous dire l'importance de toutes les convergences des disciplines. C'est-à-dire que le point clé maintenant, c'est que quand vous faites de la systématique, vous pouvez avoir les outils pour, en même temps, suivant, bien sûr, les taxons, etc., mais faire du moléculaire, faire du morpho-anatomique, suivre des caractères même de comportement, faire de la paléontologie en même temps que du moléculaire. Et à ce point de vue-là, je voulais mettre Pierre-Olivier Antoine, qui a participé, par exemple, au décodage de tout ce qui est rhinocéros, avec à la fois, il y a eu du moléculaire, avec des génomes entiers de rhinocéros fossiles mais récents, et puis, bien évidemment, tout ce qui est l'apport paléontologue, bien sûr. Alors, donc, le bouquin de Gould qui revoit spéciation versus adaptation, niveau de sélection, taux de spéciation, donc je n'ai pas le temps d'en parler, mais maintenant j'arrive au plan d'organisation. Ce papier de Struck dans Nature 2011, qui est un papier absolument extraordinaire, phylogénie des annélides, et qu'est-ce que vous trouvez dans les annélides? Vous trouvez les écuriens, les cyboglinididés, donc les riftia, et vous trouvez les siponcles. Si quelqu'un me dit qu'un siponcle est métamérisé, eh bien, ça ne va pas. Et donc, voici les annélides. Vous avez des annélides non métamérisés. J'imagine quelqu'un qui me dise, dans les années 70, il y a des annélides non métamérisés, mais il sort par la fenêtre. Et donc, vous voyez bien que qu'est-ce que ça fait? Ça remet parfaitement en cause le dernier concept, j'allais dire fixiste, qui restait, celui du plan d'organisation, étant donné qu'il peut y avoir, même au niveau du plan d'organisation, des comment dirais-je, des modifications majeures. Et ce qui est intéressant, c'est que là encore, pour les riftia en particulier, vous avez un opistosome qui est parfaitement métamérisé, donc vous voyez comme une petite relique intéressante. Et ici, maintenant, je démontre la systématique et la biologie du développement qui vont ensemble, avec ici, au niveau des tardigrades, l'étude des génoméotiques. Vous avez ici, donc, les couleurs indiquent les homologies. Et vous voyez, comme disent les Anglais, tardigrade, walking head. Donc, on réussit, la biologie du développement ici va réussir à bien refaire la morphologie et donc refaire, bien sûr, la systématique. Autre point sur lequel je voudrais attirer votre attention, un papier extrêmement récent qui a été fait à partir du génome, donc de l'étude du génome complet de la myxine. Vous voyez, on est au niveau des cordées. Vous avez donc les cyclostomes qui sont parfaitement monophylétiques. Vous avez ici les gnatostomes. Et on savait depuis bien longtemps qu'il y avait eu une duplication du génome en passant donc de la base des cordées vers les cordées. Mais ce qu'il y a, c'est que l'étude fine des génomes permet de se rendre compte
que une duplication à la base des cyclostomes est différente d'une duplication qui est à la base des gnatostomes. En particulier, celle-ci est chez les cyclostomes, une autodiploïdie. Celle-ci est une allodiploïdie, c'est-à-dire celle-ci n'amène pas de diversité supplémentaire, celle-ci entraîne une diversité supplémentaire. Vous voyez qu'à la fois faire de la systématique et placer là-dessus l'évolution du génome est quelque chose qui peut être fondamental. Et j'attire votre attention sur le fait que avoir des duplications de génome, a priori, ça ne peut se faire que par dérive dans des petites populations, c'est-à-dire que ça amène quand même de l'eau au moulin des équilibres ponctués. Maintenant, les transferts horizontaux de gènes, c'est quelque chose qui peut se faire au niveau des vertébrés. Et ici, l'un des points, je vais vite parce que je vois le temps passer, je suis en retard, non? Ça va? Sur cette phylogénie des ours, où vous avez l'ours brun, c'est curieux, ça ne donne pas les mêmes couleurs. Ours brun et ours brun avec l'ADN nucléaire, eh bien, donc, sont séparés. Si vous prenez le mitochondrial, vous avez l'ours blanc qui se retrouve au milieu des ours bruns, ce qui avait fait dire au départ, quand on n'avait que le mitochondrial, que l'ours blanc n'était qu'une sous-espèce du grizzly. Et bien évidemment, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu des hybridations et qu'il y a eu un transfert de la mitochondrie du grizzly à l'ours blanc, qui s'est fait donc vraisemblablement au cours d'un interglaciaire, et que l'ours blanc actuel est le résultat d'une hybridation entre un ours blanc qui existait au Wurm avec les grizzlies. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que quasiment tous les animaux qui sont des animaux polaires, eh bien, peuvent s'hybrider comme ça. Et donc là, ça remet encore pas mal de choses en question, d'une part sur la systématique et d'autre part sur l'évolution et les vitesses d'évolution. Je termine en proposant simplement les différents points du futur. Moi, je pense que le futur de la systématique, c'est de servir de colonne vertébrale, j'allais dire, à tout ce qui est évolutif et qui permet d'intégrer aussi bien le moléculaire que le physiologique, que le comportemental, etc., etc. Il ne peut pas y avoir de vision évolutive, à mon sens, sans qu'il y ait une phylogénie quelque part. Et le point qui me paraît clé maintenant, c'est que quand on parle de l'un des points clés, c'est cet évo-dévo, cette biologie du développement. Cette biologie du développement, donc, qui permet de, quand même, actuellement, je voulais mettre quelques cas, mais je ne l'ai pas fait parce que ça aurait été trop long, de faire un rapprochement entre ce que la biologie du développement dit et ce que la paléontologie peut dire, ce que Philippe fait de temps en temps. Et donc, maintenant, parler simplement que des gènes, eh bien, c'est trop simpliste. Et j'attire votre attention sur le travail d'Eric Davidson, qui est un travail assez étonnant. C'est lui le premier qui a compris qu'au point de vue développement, certes, il y a des gènes de développement, mais il y a des modules logiques dans ces gènes de développement. Et quand on parle de modules logiques, c'est complètement différent de simplement les gènes isolés. Et ce qui va se faire, c'est de suivre sur des arbres l'évolution de ces modules logiques et de la manière dont ils vont s'exprimer.
Et c'est là que l'on va comprendre comment, avec une même boîte à outils, eh bien, on peut avoir des plans d'organisation absolument incroyables, comme il y a, bien évidemment, chez les multicellulaires. Donc, en fait, vous voyez, j'ai un peu balayé. Je vous ai peu parlé de systématique parce que ce que j'avais prévu de mettre en systématique, je me suis dit tout le monde va en parler, je l'ai enlevé. Et j'ai mis un peu ce qu'il y a autour d'eux et que pourquoi systématique phylogénie, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et donc, c'est quelque chose qui doit réunir un peu toutes les disciplines, étant donné que, quand même, ce qui est le plus important, c'est bien évidemment tout ce qui est évolutif. Maintenant, que vous dire, pour terminer, eh bien, deux choses. Premièrement, une citation de quelqu'un que vous devez connaître, Armand de Riquet. Oh, je lui ai mis un D majuscule. Oh, d'Armand, quelle catastrophe. Alors, donc, dans ce numéro de la recherche, où il a fait un papier sur Steve Gould, j'ai tiré une citation que je vous propose de méditer. Ainsi, dans les équilibres ponctués, ce qui est finalement capital dans le modèle, c'est que la spéciation ne suit pas l'adaptation en tant que conséquence de celle-ci, mais au contraire, qu'elle la précède. Et quand on voit, disons, les phylogénies, la constitution des grandes phylogénies, on ne peut que souscrire. Et pour terminer, comment vous dire, je n'allais pas dire merci, etc. Alors j'ai trouvé un petit mot que Pascal m'a envoyé en 2006 pour, on a comme ça quelques échanges. Et vous voyez, il ne faut pas abandonner la partie, même si quelquefois on peut avoir des petits mots pessimistes sur la systématique. Ce n'est pas vrai. Quoi qu'il arrive, hein, comme la barque de Thésée, eh bien, tout continue. Et donc, il ne faut pas abandonner la partie. On enlève 2006 et puis on verra le bout du tunnel, c'est sûr. Je vous remercie.